On peut revenir sur le chapitre VIH, qui est un chapitre qui a marqué également sa vie. Comment toi, tu apprends que malheureusement tu as ce virus? J'arrive en Suisse, je fais une formation, je commence à travailler à l'hôpital. Et en tant que? En tant qu'auxiliaire de santé. Et 2 jours avant, j'arrive au... Pardon, sans toutefois te couper, c'est la formation où tu as eu le certificat Pôle Formation? Oui, d'accord. Exactement. Donc, 2 jours avant, je me retrouve avec une fièvre et j'arrive au travail. Ma responsable elle me dit non, tu es fiévreuse, il faut que tu rentres. Je rentre, le lendemain, je fais la tête, je retourne parce que je suis très têtue. Je retourne sur les lieux de mon travail et je me retrouve vraiment très mal. Et les infirmiers ont commencé à me donner du Dafalgan pour pouvoir baisser la fièvre. Et je finis le travail, je prends mon train comme d'hab. J'arrive juste en bas de mon immeuble et je tombe, je perds connaissance. Je me retrouve à l'hôpital, je commence à rendre sur 10 jours. Et les médecins, ils essayaient toutes sortes de traitements, de tests pour voir ce que j'avais. Et 2 semaines après, c'est comme ça que les médecins viennent me dire « Madame Zalo, vous avez le VIH ». J'ai dit non, j'ai commencé à accuser mon travail. J'ai dit c'est vrai que je travaillais aussi en milieu psychiatrique. Donc sûrement c'est un patient, peut-être qu'il m'a dit, ils m'ont dit non, c'est pas votre travail. Vous avez combien de partenaires? Ça c'est la question. La première question logique. Voilà la première question, j'ai dit non, j'ai pas plusieurs partenaires, j'ai une seule personne. Ils m'ont dit bon, est-ce que vous pouvez l'appeler? J'ai dit oui, pas de souci, je l'appelle. Et lui qui me dit au téléphone, parce que moi je m'attendais à des injures, à même me séparer. J'entends, c'est maintenant qu'on va se marier. Donc ça fait tic dans ma tête. Et les médecins aussi. Il semblait ne pas être surpris. Voilà, et les médecins aussi. Et quand tu viens, les médecins l'emmènent faire le test. Et aujourd'hui, la médecine, elle est tellement développée qu'on peut savoir si tu as le VIH. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est comme ça que moi, je me retrouve primo-infection VIH de 2 semaines. Et quand ils font le test, ils voient qu'il a ce virus-là depuis longtemps. Du coup, vous faites très vite le rapprochement, vous savez que vous l'avez pris par lui. Et ils ont même voulu que je porte plainte. Jusqu'à ce jour, j'ai dit non. D'accord. Je ne porterai pas plainte. C'est un Africain ou un Européen? C'est un Africain. De quelle nationalité? Ivoirien? Ivoirien, oui. D'accord. Alors, lorsque tu lui donnes l'information, il te dit, bon, après que c'est maintenant qu'on va se marier, après, lorsque tu découvres aussi que lui également, il est séropositif, c'est quoi la suite des événements? Comment est-ce que... Je suis sous le choc. Ouais. Je suis sous le choc au point où je n'arrivais pas à respirer. Et vu mon problème d'hypertension et de cœur, j'étais vraiment très mal. Et après la découverte, les médecins ils reviennent me dire que j'ai un cancer d'utérus. Combien de temps après? Même pas 2 jours. On m'annonce un cancer d'utérus, on m'annonce une thrombose veineuse ovarienne profonde, on m'annonce l'hépatite B médicamenteuse, on m'annonce un trouble gastrique. Dans la même période? À la même période. C'est pas possible. Comment tout ça vient d'un coup? Exactement. Et je me retrouve avec plusieurs maladies. Très bien. Et comment on fait pour traiter? D'accord. On va évoquer cet aspect-là. J'ai une question d'internaute. Quand tu apprends que ton compagnon de l'époque, étant informé de ce qu'il portait, te transmet, comment il réagit? Lui, il réagit super bien en mode c'est notre secret, tu n'en parles pas. Et moi, comme je suis une personne sur les réseaux, les gens ils savent, je suis une personne ouverte. Je dis tout et n'importe quoi. Voilà, donc j'avais cette pression de lui qui me disait qu'il ne fallait pas que j'en parle. Et Dieu faisant les choses, ça peut être pas bien, mais ça a été favorable pour moi. Une personne de ma famille vient sur les réseaux et annonce comme ça que j'ai le VIH. Très bien. C'est le choc pour tes parents, pour ton entourage aussi en même temps. Oui, parce que dès que j'ai eu la primo-infection, les médecins m'ont dit de prévenir ma famille. Donc la seule personne, c'était mon père. Et vu que j'ai des soucis avec ma mère, j'avais voulu plus me rapprocher de ma mère. Si elle était au courant de cette histoire, peut-être que ça allait plus nous rapprocher. Donc voici comment j'explique à ma mère et une autre personne de la famille. Et cette personne, on a eu des histoires, cette personne, elle arrive sur les réseaux et elle balance. Et mon compagnon qui me dit ne sors pas. J'ai dit non. Si je viens que je ne confirme pas, ça risque d'aller dans tous les sens. Mieux vaut confirmer. Et c'est comme ça que j'appelle mon assistante sociale. Je dis les mots qu'il fallait pour qu'elle puisse sortir
de sa bouche pour confirmer que j'avais la primo-infection VIH. Tu restes avec le compagnon? Oui, on est toujours ensemble. Très bien. Wow. Alors, ce document que je tiens, c'est un document que les téléspectateurs voient. Oui. C'est un certificat? Exactement. Comment on le présente? C'est un certificat de non... Exactement, c'est un certificat qui atteste toutes les pathologies que j'ai. Parce que pour les gens sur les réseaux, ils ne comprenaient pas comment une personne qui est malade, qui est à la porte de la mort, mais elle est tout en train de faire des lives. Donc il y a beaucoup de gens arrivés à un certain moment qui ne croyaient pas. Et quand le VIH a été annoncé, ils ont cru que c'était seulement ça. Et les autres pathologies, je les ai inventées. Donc c'était difficile de pouvoir montrer sur les réseaux. Parce qu'il y a des gens qui ne voulaient même pas, eux, la certitude dans leur tête, je suis une menteuse. Mais pourquoi tout ça, Flora? Justement, la question, pourquoi avec autant de mots, on a le sentiment que tu es plus intéressée par être sur les réseaux? C'était quoi? Ça représentait quoi? Parce qu'au fait, en Suisse, je vis seule. J'ai personne, j'ai pas la famille, rien. D'accord. Donc les réseaux étaient... comme un exutoire. Voilà, c'est là-bas que j'évacuais, que je pleurais, que je rigolais. Et je m'étais créé une famille de personnes qui me soutenaient moralement, physiquement, financièrement aussi. En fait, les réseaux étaient là pour briser la solitude. Exactement. Mais avec ces 5 maladies dangereuses, c'était quoi ton quotidien en fait? Au niveau du traitement, comment ça se passait ton quotidien? Au fait, les premiers moments, les 3 premiers mois, j'étais hospitalisée. Et les médecins n'arrivaient plus au niveau des soins, ils n'arrivaient plus. Et du coup, ils m'ont envoyé en fin de vie. Wow. Ouais. J'étais en fin de vie. Et on a l'aumônier, les pasteurs, quand c'est comme ça. En fin de vie, j'explique à nos téléspectateurs, en fait, je veux dire quoi? C'est une forme d'accompagnement vers la mort, au fait. Voilà. Donc, j'étais là-bas. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, je ne meurs pas. En temps, l'aumônier, il vient pour que je me confesse, pour que si je dois partir, mon âme sera en paix. Le viatique. Et jusque-là, rien. Donc, du coup, il me transfère à la maison. Mais c'était quoi ton ressenti? Comment on t'annonce? Tu étais comme une condamnée à mort, qu'on envoyait condamné à mort. Comment toi, comment tu prends la nouvelle et comment tu te comportes par la suite? La nouvelle, c'est là que je sors et je fais cette vidéo qui a fait le tour de la terre, du monde. Cette vidéo où je me mets à genoux pour demander pardon à Dieu. Et si j'ai fait du mal à certaines personnes, peut-être que ces personnes ont la main noire aussi. Je ne suis pas morte. Heureusement, et on me fait sortir de l'hôpital, je ne meurs toujours pas. On m'envoie les infirmières qui attendent au fait le fin de vie. Elles viennent chaque jour, à rien.